Dans l'un des quartiers populaires de Port-au-Prince, au bout de ce dédale de ruelles, Génine, 28 ans, mère de 2 enfants, est sous le choc. Son mari a été enlevé il y a 48 heures. J'ai très peur pour mon mari. Ils peuvent le tuer. Je n'ai que lui. Les enfants sont encore petits. La famille habite ce minuscule 2 pièces. Son mari, Pouchon, 34 ans, est chauffeur de taxi-moto. Elle, vendeuse de rue. Moi, j'étais au marché de Marin où je travaille. Il m'a dit qu'il allait récupérer sa carte d'identité à Croix-des-Bouquets. Je lui ai dit OK et il est parti. Il portait un t-shirt blanc. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Quelques heures plus tard, une tante a reçu un coup de téléphone. On lui a demandé « Ton neveu travaille à Carrefour Marin ? Il est chauffeur de taxi-moto ?» Elle a répondu oui. Ils lui ont dit « Ton neveu est entre nos mains. » Là, la tante a dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Ils ont dit « Si tu veux récupérer ton neveu, tu dois venir avec 100 000 $. Et tu as jusqu'à samedi pour le faire. Sinon, vous ne le verrez plus. » 100 000 $, soit 80 000 €. Une somme faramineuse pour cette famille qui gagne au mieux 40 € par jour. Les kidnappeurs ont laissé à la jeune femme 72 heures pour réunir l'argent. Depuis quelques mois, Port-au-Prince est devenu Kidnapping City. Dans la capitale d'Haïti, les enlèvements sont quotidiens, jusqu'à 20 par jour. Et personne n'est épargné. Il y a quelques mois, c'était ce pasteur. Alors qu'il célèbre une messe retransmise en direct sur les réseaux sociaux, des hommes armés font irruption. Sortez d'ici. Allons-y. Le pasteur et 3 de ses fidèles sont emmenés manu militari. Ils seront libérés une semaine plus tard, moyennant le versement d'une rançon. Parfois, ces expéditions virent à la tragédie. En plein jour, en centre-ville, un commando de 6 hommes s'attaque à cette voiture et en extrait l'occupant, un médecin. L'homme résiste, il est abattu. Derrière ces rapts, des gangs. Il y en aurait une centaine dans tout le pays. Ils utilisent l'argent des rançons pour financer leur guerre de territoire. Au milieu, des habitants pris en tenaille. Les gens qui sont en bas utilisent... Vas-y, demande. Utiliser des armes à feu. Qui est-ce qui tire sur qui? Sous nous ici, sous les gens qui habitent ici. Un pays en plein chaos, où les forces de l'ordre sont totalement dépassées. On a pris le char de la police. Et où, en juillet dernier, un commando armé a même exécuté Jovenel Moïse, le président de la République. Plongé à Port-au-Prince, l'une des capitales les plus dangereuses au monde, où le simple fait de marcher dans la rue est devenu un exercice à haut risque. Parmi les centaines de personnes kidnappées depuis le début de l'année, un Français, le père Michel Briand. Il a été libéré il y a 15 jours. C'est la 2e messe qu'il célèbre depuis son enlèvement. C'est nous contents, ouais. Alors, Ce Breton, installé en Haïti depuis 35 ans,
a passé 20 jours séquestré par un groupe armé avec 9 autres personnes. Amaigri de 6 kilos, le père Michel garde pourtant la foi. Ma petite écoute mes lames tourner la caille. Non, ça va jamais venir dans l'esprit. Toujours vérité en Haïti. Là où est mis au monde, ou bien pour voulez vivre avec mon nom tout le temps. Le gang qui l'a enlevé, le voici, avec son chef, en représentation devant des journalistes. Comme tous les leaders de bandes armées, il porte un nom de guerre. Moi-même, je m'appelle la mort sans jour. Je n'ai peur de rien. Je ne suis pas là pour plaisanter et j'assume tout ce que je fais. Son groupe, appelé 400 Mawozo, est l'un des plus importants et redoutés du pays. Entre verres de rhum et armes lourdes, démonstration de force. Le kidnapping s'est produit alors que le père Michel accompagnait un autre prêtre jusqu'à sa paroisse dans une ville voisine. Dans la voiture avec lui, une religieuse française également installée à Port-au-Prince, sœur Agnès, encore pimpante à 80 ans. Très vite, ils sont montés sur le marchepied, aussi comme nous avons le marchepied des voitures. Donc on roulait tout doucement parce que c'était des tout petits sentiers, mais avec des 4 gens armés. Comprenez ce qui se passe? Ah, moi j'ai compris. Je ne sais pas si... À un moment, tu m'as dit, ben, on est kidnappés. Oui, oui. Oui, parce qu'elle était en face de moi dans la voiture. Oui, moi, je me demandais ce qui se passe. Ah si, moi j'ai compris immédiatement à quelle sauce on allait être mangé. Moi, je vous dis franchement, j'ai vu un feu un petit peu plus loin. Alors, j'ai dit, ça y est, ils vont nous tuer, puis ils vont nous brûler dans... Ils vont tous nous brûler. C'était ça. Ah oui. Hein? Et puis alors, j'entendais des coups de pioche aussi. Puis je dis à quelqu'un, même c'est toi, je crois, je dis, j'ai entendu des coups de pioche, ils vont nous faire une fosse commune, là. Les deux missionnaires affichent une étonnante décontraction. Ils ont pourtant vécu l'enfer. Le chef du gang comprend tout de suite le profit qu'il peut tirer de ces otages occidentaux. Aussitôt après l'enlèvement, il fixe le montant de la rançon. Il a pris contact avec notre supérieur régional ici et il lui a dit très clairement, s'il veut nous retrouver en vie, voilà la somme qu'il faut verser. Débrouille-toi le plus rapidement possible. Bon. Et la somme, c'est... Pardon? Et la somme, c'est d'1 million de dollars américains. Ça, vous l'entendez le dire? Oui, il l'a dit devant nous. Les otages dorment d'abord dehors, puis sont ballottés de maison en maison. Les derniers jours, ils ne reçoivent même plus de nourriture. Ils sont finalement libérés grâce au versement d'une rançon, dont le montant est tenu secret. Mais quand personne dans l'entourage n'est capable de payer, les kidnappeurs n'ont souvent aucune pitié. Nadège ne nous a pas donné rendez-vous chez elle, mais dans un hôtel de Port-au-Prince. Par peur des représailles, elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. Il y a 2 mois, l'enlèvement de sa fille Olsmina, 5 ans, a tourné au drame. Ma fille jouait avec 2 autres enfants, plus petits qu'elle. Pendant qu'elle jouait, je regardais dehors. Au bout d'un moment, j'entends le bruit d'une moto. Et puis j'entends un autre bruit. Je me dis, pourquoi est-ce que ma fille crie comme ça? Je veux savoir ce qui se passe. Et je la vois entre les mains de 2 hommes. Ils mettent ma fille sur la moto pour l'emmener. Celui qui était derrière avait une arme à la main. J'ai essayé d'attraper le guidon de la moto, mais il a pointé son arme sur moi. 4 jours plus tard, les ravisseurs l'appellent et lui réclament $4 000 pour libérer sa fille.
Nadège en gagne au mieux 7 par jour en vendant des pistaches dans la rue. Je me suis dit, oh mon Dieu, je n'ai pas le moindre sou. Et on me demande 4 000 $. Je dis au ravisseur, j'ai pas cet argent, je vends des pistaches. Il m'a répondu, tu n'as pas cet argent? Eh bien, tu vas voir ce qui va se passer. C'était un dimanche. J'étais en train de faire le ménage. J'entends un monsieur qui dit, on a retrouvé un enfant sous un pont. Je sors voir ce qu'il se passe et quand j'arrive, je vois ma fille. Il l'avait tuée. Faute d'avoir touché la rançon, le gang a mis sa menace à exécution. La fillette est retrouvée étranglée, une corde autour du cou. Nadège n'a même pas de quoi payer les funérailles. Elle doit faire appel aux dons sur une radio pour faire inhumer sa fille. Elle a déposé plainte à la police judiciaire, mais n'a jamais eu aucune nouvelle. Personne n'est à l'abri à Kidnapping City. Et seuls les riches peuvent déployer les grands moyens pour éviter les enlèvements. Voiture blindée, garde du corps... Ok, c'est bon. Martin Boot est l'un des hommes les plus puissants et les plus fortunés de Port-au-Prince, mais aussi l'un des mieux protégés. À 47 ans, ce Belge naturalisé haïtien dirige le premier opérateur télécom du pays. Désormais, il se déplace dans ce 4x4, habituellement utilisé dans les zones de guerre comme l'Afghanistan. Cette voiture, c'est une voiture blindage B6. B6, ça veut dire quoi? C'est que, pour donner une idée, les fenêtres sont plus ou moins épaisses comme ça. C'est des voitures qui résistent à des armes de guerre, en fait. Le code opératoire de beaucoup de kidnapping, surtout des gangs professionnels, c'est ils immobilisent un véhicule. C'est pas forcément targeté, si je vois ce que je veux dire. Ils immobilisent un véhicule qui a l'air de plus ou moins en bon état. Ils essayent de sortir les victimes dans les 60 secondes. S'ils n'arrivent pas à sortir des victimes dans les 60 secondes, leur mot d'ordre, c'est de tuer les victimes. La voiture est aussi équipée d'un tracker et suivie en permanence par une patrouille privée, prête à intervenir en cas d'agression. Pour limiter encore les risques d'enlèvement, le PDG a pris une décision radicale. Il a renoncé à vivre dans la villa luxueuse qu'il habitait sur les hauteurs de Port-au-Prince. Comment il est même? On va cacher petit fameux. Ça fait quand même drôle de retourner. Ça fait quelques mois que je suis pas... Bon, un peu plus, quoi. 1 an que je suis pas venu. Et la raison que j'aimais bien, c'était cette vue, justement, cette maison. J'avais une vue qui est très pratique aussi parce qu'on voit les quartiers chauds de la ville aussi. Donc le matin, quand on se lève et qu'on voit des fumées noires, on sait que les caoutchoucs brûlent, comme on dit ici, et que la journée va être chaude. Une villa de rêve, mais à 20 minutes de trajet du centre-ville. Autant de déplacements que Martin Boot veut désormais éviter. Sa nouvelle maison, au cœur de la capitale, une suite dans l'un des hôtels les plus sécurisés. C'est pas très grand, hein. J'ai mon petit salon ici, j'ai ma chambre ici qui est très confortable. Et puis j'ai une chambre qui est à côté que je peux utiliser comme chambre d'amis ou comme bureau ou comme autre chose si jamais j'ai de la visite qui arrive, quoi. Martin Boot vit seul en Haïti. En 2012, il a préféré que ses enfants s'installent à Miami, aux États-Unis, à 2 heures d'avion de Port-au-Prince. Il les rejoint une semaine sur 2. Sa compagne réside elle aussi en Floride. Hey babe, how are you? Bien, et toi? Excellent, and I'm just finishing. Martin fait tout pour la rassurer. I'm going to be taking the plane, I think, in about an hour and a half. Just going to finish packing, I'll be there. It's been another long week, man. Crazy week. Est-ce que parfois vous avez peur pour Martin? For Martin?
Pas vraiment. Non, je ne suis pas inquiète. Je pense qu'il est bien protégé et qu'il y a des gens qui l'aident pour ça. Ok, thank you. Désormais, il n'a que quelques mètres à faire pour rejoindre son bureau. Bonjour, chef. Le siège de la société de télécom qu'il dirige est situé dans la tour à côté de l'hôtel. Au 4e étage, Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Bonjour, bonjour. un bureau stratégique. La cellule de crise. Vous voyez en forme? Comment ça va? Ça va très bien. Pas trop? Aux côtés de Martin Bout, Gérard Laborde, un Français présent en Haïti depuis plus de 30 ans. Le monsieur sécurité de la société. En charge de la protection du personnel et des 1500 antennes relais de l'entreprise qui sont elles aussi la cible des gangs. Vous pouvez voir ici sur cette cartographie la position de tous nos sites. Lorsque c'est vert, ça veut dire que tout va bien. Et lorsque vous avez un petit triangle rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous faisons face à une situation de crise quasi permanente. C'est comme une pieuvre, ça s'étend, ça s'étend. Et il faut savoir que dans ces zones-là, on ne peut pas intervenir la nuit. C'est complètement hors de question. On ne va pas exposer nos équipes. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas. Et je veux dire, et la journée, on doit prendre des précautions. Ce jour-là, justement, le gang auto-baptisé Les Chiens Méchants exerce un chantage en leur interdisant l'accès à une installation. On veut remplacer une antenne qui est en mauvais état, une antenne temporaire qu'on avait mis après un ouragan qui est en mauvais état, par une nouvelle antenne. Et le petit leader de gang du quartier nous réclame la construction d'un terrain de foot ou un terrain de sport, sinon il ne nous laisse pas faire. Ça vous est arrivé de payer des gangs? Non. Non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on peut regarder les projets communautaires, des latrines. Souvent, la Fondation Digicel, par exemple, a construit 185 écoles, excusez-moi, à travers le pays maintenant. C'est des belles écoles. Donc tous ces différents liens communautaires nous aident quelque part à souvent trouver des accords simplement à l'amiable. On évite à tout prix de rentrer dans une logique de paiement de gang parce que ça ne s'en finit pas et puis ça stimule le phénomène. Ne pas payer les gangs, mais acheter une forme de paix sociale. Six jours après l'enlèvement de son mari, nous retrouvons Jénine chez elle. Elle n'a toujours pas trouvé de solution pour rassembler la rançon et se trouve dans un état d'extrême faiblesse. Je me sens à peine capable de marcher parce que mon mari me manque. Et vous n'avez pas mangé depuis quand? Depuis mardi. Depuis le kidnapping, elle se rend presque tous les jours chez la tante de son mari. C'est elle qui est en contact avec les ravisseurs. Elle habite à 2 km et gère cette petite échoppe. Les kidnappeurs appartiennent au groupe 400 Mawozo, celui qui a enlevé les religieux français. La tante a eu le réflexe de conserver certains de ses échanges avec le gang. Je te préviens, je vais me débarrasser de lui. Tu ne veux plus le garder? Essayons de négocier pour le libérer. Il dit qu'il a une femme et des enfants. Oui, il a une femme et des enfants. Écoute, je vais te dire, si tu refuses de donner l'argent, on va lui couper la tête et balancer son corps. Tu vas voir ce qui va se passer. Mais mon ami, c'est un jeune homme comme toi. Tu peux pas dire que tu vas lui couper la tête et jeter son corps. Depuis plusieurs jours, la tante négocie. Elle a réussi à faire baisser la rançon de 100 000 à 40 000 $. Mais elle parle en dollars haïtiens, dont la valeur est 20 fois moins élevée que le dollar américain. Lors de son dernier échange avec le ravisseur, elle s'est rendue compte qu'il y avait un quiproquo. Tu me demandes 40 000 maintenant, mon ami? Il faut que je vende tout ce que j'ai, que je sollicite d'autres personnes pour réunir une telle somme.
Tu veux vendre quoi? Moi, je te parle de dollars américains. Tu te fous de ma gueule? Ah, c'est des dollars américains, chef? Va te faire voir. Oh, mon ami, t'as pas besoin de m'insulter. Il faut qu'on se parle. Il a raccroché. Il insiste sur 40 000 $. Moi, je lui dis simplement que je n'ai pas cette somme. Depuis, il ne me rappelle plus. La famille n'a aucun moyen de contacter les ravisseurs. Ils appellent en numéro masqué. Quant à la police, elle s'est contentée d'enregistrer la plainte et n'interviendra pas. Jénine est condamnée à attendre que le gang se manifeste. Impossible de savoir précisément combien le business de l'enlèvement représente. Probablement plusieurs millions de dollars par an. Une manne qui enrichit les chefs de gang et leur permet d'asseoir leur pouvoir sur des quartiers entiers. Comme ici, à Grand Ravine, un des secteurs les plus pauvres sur les hauteurs de la capitale. Nous nous y rendons sous bonne escorte, accompagnés de contacts locaux. Ici, l'État a disparu. Le commissariat est abandonné. Ses occupants ont été chassés par le gang et leurs armes pillées. Nous avons rendez-vous avec le chef du groupe armé, qui la joue décontractée, conduisant exceptionnellement lui-même son 4x4. Est-ce que la voiture est blindée? Oui, c'est blindé. C'est pour ça que je peux vous faire monter. Il se surnomme Tilapli, petite pluie en français. Il ne se déplace jamais sans son escorte d'une dizaine d'hommes. Est-ce que les gens ont peur de vous? Non, personne n'a peur de moi ici. Je suis là pour les aider. Je ne fais rien pour qu'on ait peur de moi. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui m'arrête pour me demander de l'argent. Oh, tout à l'heure, je t'envoie quelque chose. À qui tu vas le donner? Faut bien dire de me le remettre à moi. Je t'aime beaucoup, mon chef. T'inquiète pas, je gère. Je lève les bras et t'arrêtes la voiture. T'es un père pour moi. J'ai rien mangé depuis ce matin. T'inquiète. Je t'envoie ça tout à l'heure, personnellement. Est-ce que je peux t'attendre? Oui, tu peux m'attendre ici. Ok, chef. À vos ordres. Une population achetée à coups d'enveloppes de billets. Et des hommes de main, pour la plupart originaires du quartier, payés et armés par le chef. Est-ce que c'est un bon patron? Oui, à 100%. Lui, c'est toute ma vie. Il me nourrit, m'habille, la scolarité de mes enfants. Il fait tout pour moi. Ma femme est enceinte, il prend tout en charge. Tilapli est lui-même né à Grand Ravine. Entre Che Guevara et Robin des Bois, il prétend voler aux riches pour redistribuer aux pauvres. Un seigneur de guerre qui tient à nous montrer qu'il est aussi un bâtisseur. Au cœur de son fief, ce chantier commencé il y a 8 mois, où s'active une trentaine d'ouvriers sous un soleil de plomb. Je vous paye trop cher. Vous refusez de travailler. Je vais diminuer les salaires. Hein. Tu peux nous apporter un peu d'eau, patron? Et l'argent que je vous donne, c'est pas suffisant? Vas-y, rapporte-moi la monnaie, d'ailleurs. C'est un hôpital que nous sommes en train de construire. On a fait le premier étage et au-dessus, on veut mettre une école. Elle pourrait aller jusqu'à la fin du primaire. C'est une idée qu'on a proposée. On en a une autre, c'est de faire une cantine pour les enfants uniquement, le matin, quand les enfants vont à l'école.
Autant de services publics qui devraient être assurés par l'État et le sont aujourd'hui par les gangs. Tilapli prétend avoir décrété une trêve des kidnappings. Mais il assume les enlèvements passés. On a juste voulu construire l'hôpital. Le kidnapping, c'était un moyen pour construire l'hôpital. Nous, on sait qu'il y a des gens haut placés au sein de l'État qui ont des gros moyens. Ce sont eux qu'on cible. On leur demande de partager ce qu'ils ont pour des activités sociales. C'est pas du kidnapping. Ceux qui font du kidnapping, ce sont ceux qui bandent les yeux aux gens, les battent, les tuent. C'est ça le kidnapping. Si on connaît des gens qui gagnent beaucoup d'argent, on leur demande de partager. C'est tout. L'homme a le sens de l'euphémisme. Il y a 6 mois encore, son gang pratiquait des enlèvements d'une violence extrême. Comme peut en témoigner le propriétaire de cette société de loterie, un homme d'affaires qui emploie 250 personnes. Wolf Hall, 42 ans, issu d'une famille aisée. C'est ici qu'on gère tous les billets de loto. A été kidnappé en octobre 2020 par Tilapli et ses hommes. Il a passé 8 jours dans les geôles du gang, qui réclamait $1 million pour le libérer. Un cauchemar. On m'a ligoté, on m'a menotté les bras derrière. Ils m'ont forcé à joindre les pieds et les mains jusqu'à ce que les liens soient très tendus. On m'a laissé comme ça. Près de 3-4 fois. 3-4 fois, j'ai perdu connaissance. Respiration, douleur, souffrance. Pour eux, c'était rien. Au contraire, ils s'amusaient à brûler du plastique et à le faire fondre sur ma peau. C'était une manœuvre qu'ils utilisaient pour que quand j'avais ma famille au téléphone, elle soit incitée à négocier le plus vite possible. Inciter à négocier le plus vite que possible. Wolf Hall a été libéré contre une grosse rançon dont il refuse de donner le montant. Pour l'ex-otage, le traumatisme est toujours là. Et à chaque minute, quand j'écoute les infos, quand j'entends de nouveaux cas de kidnapping, 5 dans la journée, 10, c'est dur. Je ne peux plus travailler comme avant. Tout a changé. À l'autre bout de la ville, heureux épilogue. Pouchon, le mari de Jénine, vient d'être libéré. Il retrouve son épouse et ses enfants. Jénine a réussi à convaincre les ravisseurs d'accepter la seule somme qu'elle a pu réunir, grâce à quelques emprunts et une avance d'une amie, en tout 500 €. On va sortir. Descends du lit. Jusqu'à la dernière minute, Jénine a eu peur de ne pas revoir son mari. Pour remettre la rançon, les ravisseurs lui ont donné rendez-vous dans un autre quartier que le sien, en pleine nuit, en la guidant par téléphone. Et soudain, une voiture freine brusquement devant moi. Au même moment, je me fais pipi dessus. Ils descendent les vitres, je vois qu'ils portent tous des cagoules. Ils allongent la main, je remets l'argent, ils l'attrapent et ils me disent « Pars d'ici tout de suite ». Le chauffeur de taxi-moto a été séquestré pendant 9 jours avec 3 autres otages. Il n'a pas été tenu informé des négociations de sa famille avec le gang. Je ne savais pas que j'allais être libéré. J'étais sur le point de m'endormir. Les ravisseurs m'appellent et disent « Où est Pouchon ? Habille-toi, tu vas rentrer chez toi. » Après ça, on m'a pris, mis dans une voiture. On est parti. On m'a bandé les yeux. Ils m'ont déposé dans le quartier Santo à minuit. Ils m'ont jeté de la voiture par terre.
Je n'ai même pas eu le temps de mettre mes chaussures. Après, j'ai couru dans la rue. Malgré le bonheur des retrouvailles, le couple est encore sous le choc. Il a décidé de quitter l'enfer de Port-au-Prince pendant quelques jours pour se rendre à la campagne chez des proches. Au revoir. Allez, on y va! Dans les mois qui viennent, ils espèrent se réfugier en République dominicaine. Ces derniers mois, plusieurs dizaines de milliers d'Haïtiens ont fui le pays.